Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. La facturation électronique bientôt en vigueur au Maroc. Cette virée stratégique vers ce mode de facturation marquera une rupture significative dans les pratiques administratives marocaines. Cette transformation majeure attend toujours son décret d'application qui viendra définir les modalités d'application de ce nouveau système. Ce que l'on sait, c'est que le fisc a opté pour le mode dit clearance. Si les avantages de ce système sont nombreux, notamment en termes d'efficacité, de réduction des coûts et de lutte contre la fraude, de nombreux défis sont à relever pour fluidifier l'opérationnalisation de ce processus. Et justement, on en parle aujourd'hui avec vous. Monsieur Mohamed Lahiani, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, président de la commission fiscale et juridique au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets d'ailleurs. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci Madame Famissi, merci pour l'invitation. Alors quand on parle de facturation électronique, quels sont les enjeux aujourd'hui au Maroc? En fait, la facturation électronique, je rappelle peut-être la chronologie, c'est que ça a été adopté à la loi de finances 2018. Le terme électronique a été cité 3 fois dans cette loi, finance 2018. Maintenant, ça date, on est à... 2024, bientôt 2025. 25, donc on est à la 7e année où la loi a été adoptée. Le terme électronique, elle a été cité pour la facture, donc facture électronique, et aussi la comptabilité électronique, et également une adresse électronique. D'accord ? Adresse de correspondance entre le contribuable et, enfin, je veux dire, les entreprises professionnelles et l'administration fiscale. Ça veut dire qu'on est dans un chantier de dématérialisation, de numérisation de rapports ou de relations entre l'administration fiscale et le contribuable, d'accord, en général. Si vous prenez, par exemple, la facture électronique, c'est l'article 145.9 qui est cité justement, qui sera concerné? Et seront concernées les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, donc c'est un régime fiscal de taxation, d'imposition. Et vous avez également les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu sous un régime simplifié ou sous un régime réel, ainsi que celles qui sont assujetties à la TVA. Ce que je comprends, moi, personnellement, d'après la lecture de ce texte, de l'article 145.9, c'est qu'a priori, les auto-entrepreneurs et les CPU seraient exclus. D'accord, les CPU, c'est-à-dire des ex-forfaitaires. Maintenant, les auto-entrepreneurs. Moi, je comprends pour le moment, c'est parce que quand on lit la loi 145.9, on lit c'est l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et celles ou ceux qui sont assujettis à la TVA. Donc ça, c'était en 2018. Ensuite arrive l'appel d'offres de juin. Rappelez-vous qu'on avait animé un débat ensemble. L'appel d'offres en juin 2024. C'est-à-dire que l'administration fiscale a lancé un appel d'offres international pour pouvoir justement formaliser cet échange de relations entre l'administration et le contribuable pour la facture électronique. Sauf que dans l'appel d'offres, on avait lu deux options. D'accord, je crois de mémoire, la page 13 de l'appel d'offres, c'était soit première option de post-audit ou mode clearance. C'est quoi un post-audit? Peut-être vous vous posez la question. Dire le post-audit, comme son nom l'indique, c'est-à-dire il y a un post, c'est après. Voilà. On fait un audit après. Ça veut dire que les entreprises vont effectivement établir des factures électroniques, d'accord, mais qui seront contrôlées après par l'administration fiscale. On n'est pas dans ce cas, apparemment. On n'est pas dans ce cas, voilà, effectivement. Pour l'autre mode. Donc apparemment, elle opte pour un autre mode. Alors comment fonctionne ce nouveau mode? Une synchronisation. C'est-à-dire, le mode clearance, c'est une synchronisation entre le contribuable et les entreprises, que j'ai cité tout à l'heure, IS, IR, et celles qui sont assujetties à la TVA, et l'administration fiscale. Donc à chaque opération? À chaque opération, il y a une autoroute. C'est-à-dire qu'il y a un flux d'informations, un échange entre l'administration et le contribuable. Vous allez me poser la question, mais tout le monde se posera aussi la question, dire, mais le flux d'informations qui va être transmis à l'administration fiscale, est-ce qu'on n'aura pas un problème aussi de connexion? Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les entreprises ne sont pas dans des grandes villes où il y a une très bonne connexion. Maintenant, il va falloir aussi revoir la connexion Internet au sein du Maroc. Je comprends bien qu'on aura l'avantage aussi d'avoir la 5G avec la Coupe du Monde, donc c'est une excellente chose. Contrairement aux déclarations. Les déclarations sont faites ponctuellement. On peut les faire du 1er jusqu'à la fin du mois. De toute façon, on ne dépasse pas le délai. Mais là, la facture électronique, c'est autre chose. C'est tous les jours. C'est tout de suite. C'est tout de suite, c'est tous les jours. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle va établir
une dizaine, voire après, une c'est centaine. plus de transparence également. Ah oui, c'est non, mais plus attendez, de- mais je n'ai pas parlé encore des avantages, bien sûr qu'il y a d'avantages. Je veux dire, il y a ce volet technique qu'il faudra blinder, hein, il faudra l'étudier, premièrement. Deuxièmement, bien sûr, elle a des avantages. D'abord, c'est de lutter contre la fraude fiscale, premièrement. Deuxièmement, c'est au niveau national. C'est qu'on a une collecte d'informations au niveau national au jour le jour. Donc ça, c'est une bonne chose. Aussi savoir le montant de la TVA qui a été collecté par les entreprises au niveau national. Et bien évidemment, déclencher un éventuel contrôle, que ce soit chez le vendeur, parce que quand on parle de la facture électronique, c'est les factures de vente. D'accord. Déclencher éventuellement, si jamais il y a une incohérence, ou demander des informations complémentaires lorsqu'il y a une incohérence dans la déclaration du contribuable, c'est-à-dire des entreprises, au niveau professionnel. Que ce soit chez le vendeur, il ne faut pas oublier ici, chez l'acheteur, parce que ça va dans les deux sens. Donc, ça, d'un point de vue relation administration et contribuable, je pense que beaucoup de pays sont penchés sur la facture électronique. Et les premiers sont les pays de l'Amérique latine. Maintenant, on commence à le voir aussi dans d'autres pays, la Chine, l'Europe, etc. Et puis, bon, il y a aussi l'avantage de l'image de marque du Maroc pour les investisseurs étrangers. Donc, ça fait que le Maroc est aussi en avance pour ce process, justement, de la facturation qui est... Mais après, pour les professionnels, est-ce qu'il y a des contraintes ? D'abord, il faudra se préparer. Quand on parle de ce mode. Les contraintes, c'est que d'abord, il y a une contrainte technique. C'est quoi une contrainte technique? C'est-à-dire que se poser la question si on a les outils pour se synchroniser les informations avec l'administration fiscale. Je suppose qu'on se prépare pour cela. Oui, bien sûr, bien sûr. Premièrement. Deuxièmement, il y a aussi la formation du personnel. Il faut qu'il soit prêt aussi pour établir ce genre de rédiger cette facture de vente électronique. Chose à laquelle on peut s'adapter. Voilà, à laquelle il faut s'adapter. Et puis, troisièmement, c'est que il y a les factures de vente, il y a aussi les factures en contrepartie, il y a aussi le fichier, parce qu'on reçoit, le client reçoit le fichier du fournisseur sous format électronique. Il va falloir aussi s'adapter et ne pas faire de la saisie comme auparavant. Avant, comment ça se passait? C'est-à-dire qu'on recevait la facture, point de vue, papier, et puis on la retraitait manuellement. C'est-à-dire on rentrait les données. Maintenant, ça ne sert à rien, parce qu'il serait plus utile que le développeur système d'information pense justement à récupérer le fichier du fournisseur pour pouvoir le traiter et l'intégrer directement dans le système. Donc il va falloir aussi former du personnel chez le fournisseur qui va établir la facture électronique et aussi chez le client qui va recevoir la facture électronique. Et d'ailleurs, je précise que le décret doit préciser les modalités de la facture électronique. On attend toujours le décret chez le vendeur et chez l'acheteur. Parce que chez le vendeur, si on l'oblige à établir une facture électronique pour émettre, parce que c'est quoi une facture électronique? Lorsqu'il y a une création, émission, envoi et réception et archivage. Donc c'est ça une facture électronique. Sinon, on est dans une facture dématérialisée, ce qui n'est pas pareil. Sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'acheteur ou le client qui va recevoir bien sûr la facture, il faudra qu'il traite le fichier d'une façon électronique, contrairement bien sûr aux méthodes passées, c'est-à-dire qu'avant il la recevait soit par email, soit par la poste, ou il est directement livré sur place. Donc plusieurs étapes en tout cas pour que les entreprises se préparent à cette transition. Tout à fait. Quand on parle des entreprises, est-ce que ce système, on va dire ce mode avec plus de transparence, plus de fluidité, plus de traçabilité, n'est pas bon est-ce qu'il est bon au final pour les toutes petites entreprises qui ont souvent des difficultés au niveau de leurs recettes à cause des retards de paiement, à cause des non-déclarations des factures? Justement, je pense, je ne suis pas à la place de l'administration fiscale, mais je pense qu'elle va y penser, d'accord? On attend le décret. Maintenant, qui est concerné? Comme je dis tout à l'heure, la loi, elle parle de tout le monde, d'accord? De tout le monde, si ce n'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, les auto-entrepreneurs, elle ne sait plus, d'après ma lecture. Ça protège, c'est quand même une loi qui protège aujourd'hui les petites entreprises. Bien sûr. Oui, et la transparence surtout. Surtout la transparence et la lutte contre la fraude. Qui ont des difficultés de trésorerie, des fois dues à des délais de paiement, justement, tout à fait, mais avec cette traçabilité, avec ce mode quotidien. Voilà, tout à fait. Mais maintenant, il faudra penser aussi aux petites entreprises. Quel est le mode? Parce que si je prends par exemple certaines petites entreprises, leur modèle de facturation, il est sur du Excel et du Word. Maintenant, est-ce qu'elles ne doivent pas changer de mode de facturation? Est-ce qu'on leur donne la main
d'aller sur le site de l'administration fiscale et établir la facture directement en saisissant les informations sur la plateforme de l'administration fiscale. La question se pose. Ah ben, la question se pose, tout à fait. Maintenant, c'est le décret qui va définir tout ce volet technique, premièrement. Deuxièmement, qui sera concerné et quand. C'est-à-dire, est-ce qu'on va commencer comme des paiements, des missions que nous avons animées pas mal de fois ici sur votre plateau, rappelez-vous. Est-ce qu'on va passer aussi par des tranches de chiffre d'affaires, celles de plus de 50 millions, entre 10 et 50 millions, 2 et 10 millions, etc. Donc vous voyez bien que c'est le décret qui va définir justement les modalités d'application de la facture électronique, mais encore une fois, je précise, c'est que la facture électronique, on a l'impression de penser que c'est que chez l'émetteur, d'accord ? Il y a aussi le récepteur, parce que lui, il va recevoir une facture, fait un fichier électronique. Est-ce qu'elle sera aussi admise par l'administration fiscale lorsqu'on reçoit justement petite entreprise qui n'est pas concernée ou qui n'est pas encore concernée par la facture électronique, est-ce qu'elle sera bien sûr acceptée par l'administration fiscale? Beaucoup de questions qui se posent encore aujourd'hui. On attend donc ce décret pour avoir un petit peu plus de détails sur le fonctionnement et l'opérationnalisation de ce projet. Comment cette réforme aujourd'hui s'inscrit dans une réforme plus globale, celle de digitaliser tout ce qui est fiscal, je pense que ça rentre déjà dans un projet global, une numérisation Maroc numérique 2030, d'accord, premièrement. Deuxièmement, elle a pour but, comme je l'ai dit tout à l'heure, de lutter contre la fraude fiscale, d'accord, essentiellement. Et puis, troisièmement, c'est que ça fluidifie justement les échanges entre les entreprises. Je m'explique. Vous avez, par exemple, vous avez abordé tout à l'heure le sujet du délai de paiement. Justement, à travers ce système, nous pourrons, c'est-à-dire que le contribuable n'a pas besoin de rappeler à son client, d'accord, de payer sa facture. C'est-à-dire qu'à travers ce système-là, la relance peut être faite automatiquement, d'accord. Et donc ça simplifie énormément de procédures de relations entre les clients et le fournisseur. Et puis n'oublions pas, c'est que vous avez aussi des salariés qui vont être mutés pour d'autres missions, il faudrait valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on va passer de la saisie, traitement papier de la facture, émise au reçu, à, bien sûr, à faire autre chose qui va apporter plus de valeur ajoutée et ne plus, bien sûr, se plaindre du manque de temps, justement, que certains cadres citent dans les entreprises. Merci à vous, Monsieur Mohamed Lahiani. Je rappelle que vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, président de la commission fiscale et juridique au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, également auteur de nombreux ouvrages. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, Mesdames Khamichi. Merci pour l'invitation. Toutes ces précisions. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Merci pour votre fidélité.